depuis, depuis janvier 2023 par les trois structures associatives que sont l'ALE 08, Lorraine Énergie Renouvelable et Alter Alsace Énergie. Aujourd'hui, on va parler d'une énergie renouvelable qu'on oublie trop souvent et dont on entend que trop peu parler, qui est la géothermie, de son intérêt et de son potentiel sur le territoire du Grand Est. Pour commencer, je fais quelques petits rappels assez classiques, de vous dire que, comme on l'a déjà dit, mais normalement tout fonctionne bien pour l'instant, n'hésitez pas à couper vos micros et vos caméras pour la bande passante, ce sera peut-être plus simple. On vous invitera à les réactiver à la phase de questions-réponses à la fin du webinaire. On a prévu un webinaire de 30 minutes que je vais essayer de ne pas déborder. 30 minutes, c'est très court pour parler de géothermie. Donc malheureusement, on ne pourra pas approfondir les sujets. Maintenant, vous aurez mon contact pour aller plus loin sur la thématique. On refera d'autres sessions de webinaire en lien avec la géothermie également. Et je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors déjà, pour commencer, qui suis-je? Hop, ça fonctionne, super. Donc moi, je suis Noé Imperadori, je suis animateur de la filière géothermie en Grand Est. Donc c'est une mission qui est portée par la structure Lorraine Énergie Renouvelable, donc qui est co-organisatrice de ces webinaires. Et la mission d'animation de la filière géothermie en Grand Est, elle a trois grands objectifs que sont la sensibilisation à la géothermie, avec la participation à des ateliers type des webinaires, à la création d'outils, d'événements, l'organisation de formations, de journées de sensibilisation, des choses de ce genre. J'ai aussi pour mission de dynamiser dynamiser le réseau des professionnels. Donc, la filière géothermie est présente depuis bien avant la mission sur le territoire du Grand Est. L'objectif étant d'identifier tous ces professionnels, de les mettre en lien et en relation, de faire monter en compétences sur différentes thématiques. Et je suis aussi disponible sur le territoire en tant que centre de ressources. Donc, en gros, si vous avez des questions sur le sujet de la géothermie, je suis disponible pour vous répondre ou vous apporter les coordonnées des personnes compétentes sur le sujet, aussi bien d'un point de vue technique, réglementaire, administratif, vraiment l'ensemble du sujet. Les cibles de la mission sont les collectivités, le secteur tertiaire, industriel et plus largement les professionnels en lien avec l'énergie. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas les particuliers dans les cibles de la mission, puisque je suis tout seul sur l'ensemble du territoire du Grand Est. Ce serait un peu compliqué de pouvoir répondre à toutes les sollicitations des particuliers, et aussi parce que les particuliers sont déjà accompagnés localement par les espaces France Rénov'. Moi, je suis plutôt disponible en soutien aux espaces France Rénov' lorsqu'il y a des questions sur lesquelles ils sont un peu limités sur le sujet de la géothermie. Donc, comme je l'ai dit, c'est une mission qui est portée par Lorraine Énergie Renouvelable, qui existe depuis près de 4 ans maintenant, puisque ça a été mis en place en janvier 2020. Euh, je, je travaille au sein d'un réseau, qui est le réseau Animation Géothermie au national, donc qui regroupe l'ensemble des animatrices et des animateurs géothermie régionaux. Donc en Grand Est, c'est moi. Sur les différentes autres régions, j'ai également des homologues. Et c'est une mission qui est cofinancée en grande majorité par Climaction, à savoir l'ADEME et la région Grand Est, et qui a ouvert le financement à des financeurs privés en lien avec la géothermie, notamment la géothermie profonde que je vais vous présenter juste après. Euh, Ces deux financeurs sont Lithium de France et Électricité de Strasbourg. Voilà. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par le commencement, à savoir qu'est-ce que la géothermie. Donc la géothermie, l'étymologie du mot, hein, du grec géo, la terre, thermos, la chaleur, géothermie. En gros, c'est tout ce qui va concerner l'exploitation de la chaleur et plus largement des calories et des frigories du sous-sol terrestre par l'homme. Donc c'est la chaleur de la Terre et l'exploitation de cette chaleur directement faite par l'homme. C'est bien évidemment, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, une énergie renouvelable. Il y a la particularité d'être sur différentes thématiques, puisqu'avec la géothermie, on peut produire du chaud, on peut produire du froid, et dans certains cas très spécifiques,
on peut même produire de l'électricité. Donc c'est vraiment, elle a un éventail très large de possibilités et un potentiel, comme vous allez pouvoir le voir, très important, notamment sur le territoire du Grand Est. Ce que je vais faire à travers ce webinaire-là, c'est vous montrer quels sont les différents types de géothermie et ensuite faire un focus sur une des technologies qui est la géothermie dite de surface, qui est celle la plus représentée et qui concerne en fait tout le monde, aussi bien un particulier qu'une collectivité euh, un industriel. Euh, donc vous allez voir en quoi ça consiste tout de suite. Alors, dans les différents types de géothermie, on a le gros avantage en Grand Est d'avoir la possibilité et le potentiel pour la quasi-totalité des différents systèmes de géothermie qui peuvent exister, j'ai envie de dire, mis à part un seul qui est sur des sous-sols volcaniques. On n'a pas de volcan au Grand Est, en tout cas pas de volcan en activité, et peut-être heureusement d'ailleurs. Je vais commencer par la première, la première famille de géothermie. En gros, on va découper la géothermie en deux grands principes. On a la géothermie profonde et la géothermie dite de surface. Euh, Si vous regardez là sur la carte que vous pouvez voir, normalement, je pense, alors je vais aller un peu vite, précédent, voilà, je vais utiliser le pointeur laser. Hop. Donc ici, on a en fait une coupe géologique du sous-sol du Grand Est. La première technologie dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui est très localisé puisque c'est de la géothermie haute énergie ou haute température. C'est une technologie que l'on peut déployer dans deux types de sous-sols que sont les sous-sols volcaniques, comme je viens de dire, donc ce qu'on n'a pas sur le territoire du Grand Est, ou alors les sous-sols fracturés, faillés, qu'on va retrouver sur le territoire alsacien. Le gros avantage de ces sous-sols, donc là en Alsace par exemple, on a eu en fait un sous-sol très fracturé dû aux contraintes géologiques subies par le massif vosgien et la forêt noire du côté allemand, qui nous ont fracturé complètement le sous-sol et qui ont fait de ce territoire un territoire très propice à la géothermie haute énergie, puisque des fluides à très haute température, provenant de plus profond dans le sous-sol, vont remonter grâce à ces fractures, qui vont être des autoroutes en fait, à circulation de fluide, et qui vont nous permettre d'atteindre des températures très importantes. Donc ça, on a vraiment ce type de sous-sol uniquement sur le territoire alsacien, en Grand Est, et ça nous permet de développer la géothermie haute énergie ou haute température à des profondeurs qui vont dépasser les 2500 mètres de profondeur. On a actuellement en Grand Est deux installations. C'est les deux seules qu'on va trouver de ce type-là sur le territoire français. La première installation est à 5000 mètres de profondeur. Elle permet d'aller capter des températures de 200 degrés et permet de produire de l'électricité. Donc, on va réinjecter sur le réseau. C'est une installation à Soultz-sous-Forêt. Et la deuxième installation est à 2600 mètres de profondeur, où là, on a des températures qui atteignent les 170 degrés et qui permettent de produire, enfin, d'alimenter un site industriel qui est une amidonnerie, qui a de forts besoins de chaleur, euh, à différents niveaux de température, en commençant par les 170 degrés là. Donc, ce qu'on appelle géothermie profonde, haute température, qui se retrouve uniquement sur le territoire alsacien, c'est tout ce qui va dépasser les 150 degrés et généralement les 2500 mètres de profondeur. Voilà. Dans la famille de la géothermie profonde, on a d'autres technologies qu'on appelle basse énergie ou basse température, c'est la même chose. La basse énergie ou la basse température, on est à des profondeurs moins importantes, puisqu'on va se retrouver entre 800 et 2500 mètres de profondeur, et ça va nous permettre de valoriser non pas des fluides qu'on va retrouver dans des systèmes faillés, comme c'est le cas en Alsace, mais bien dans des nappes d'eau souterraines qui sont comprises à ces profondeurs-là et qui sont naturellement chaudes, puisque le sous-sol est naturellement chaud de par bien sûr le noyau terrestre, mais aussi la dégradation des éléments radioactifs naturels qu'on va trouver dans le sous-sol, on a une température qui augmente dans le sous-sol. Classiquement en France, c'est à peu près, on prend 3 degrés tous les 100 mètres, à peu près, à partir de la température de surface. Plus on va descendre en profondeur et plus on va avoir des températures intéressantes. Et là, on a des installations notamment de ce type, en géothermie profonde, basse énergie ou basse température,
donc qui vont tourner entre 40 et 90 degrés sur notamment le bassin parisien, puisque géologiquement parlant, la Champagne-Ardenne appartient au bassin parisien. Sur vraiment la région de l'Île-de-France, là, pour le coup, on a une cinquantaine d'installations qui fonctionnent de cette manière, où on va aller capter des températures d'à peu près entre 60 et 80 degrés en fonction des secteurs et des profondeurs, à peu près 1500 à 2000 mètres de profondeur pour alimenter des réseaux de chaleur des réseaux de chaleur urbains. Bien sûr, en Île-de-France, on a une densité de population qui est très importante, donc avec des forts besoins de chaleur. Ces technologies-là sont très intéressantes puisqu'en fait, en surface, on a très peu d'emprise au sol et on va aller prélever directement dans le sous-sol ces températures via deux forages. Un forage qui nous permet d'aller prélever des calories dans la nappe et un forage qui nous permet de réinjecter l'eau qu'on a prélevée dans la nappe, qui sera bien sûr plus froide puisqu'on aura prélevé ses calories, mais sans avoir aucun impact sur les niveaux de nappe. Cette technologie-là, elle est assez similaire à une autre technologie que je vais vous présenter tout à l'heure, qui correspond plutôt à des installations en géothermie dites de surface. Alors l'appellation géothermie de surface et géothermie profonde, c'est une appellation qui est plutôt réglementaire, puisqu'en fait, tout ce qui est compris entre 0 et 200 mètres de profondeur va rester dans le cadre euh, de la géothermie dite de surface ou très basse énergie. Et tout ce qui va dépasser les 200 mètres de profondeur va rentrer dans le cadre de la géothermie profonde. Alors en théorie, si on est à 201 mètres de profondeur, réglementairement, on est en géothermie profonde. C'est des choses qu'on retrouve très peu, puisque les conditions réglementaires entre la géothermie de surface et la géothermie profonde ne sont pas les mêmes. Elles sont un peu plus... euh, donc la géothermie de surface a des simplifications des démarches réglementaires qui permettent de développer massivement les projets euh, que n'ont pas les géothermies profondes pour bien prendre en considération l'aspect risque de la géothermie profonde, puisque quand on fort, on peut avoir quelques désagréments. Donc les réglementations sont bien mises en place pour minimiser au maximum les risques. Donc ce qu'il faut retenir, c'est toute géothermie entre 0 et 200 mètres de profondeur, c'est de la géothermie de très basse énergie, ou alors, et ce qu'on entend très souvent, c'est de la géothermie dite de surface. Donc voilà. Ce que je vais détailler maintenant, c'est plutôt comment fonctionne et qu'est-ce qu'une géothermie de surface, parce que c'est vraiment la typologie d'installation que vous allez rencontrer, euh, auquel vous allez être confronté tous les jours. En tout cas, si vous souhaitez développer la géothermie, là où vous allez avoir vraiment un levier, c'est sur cette notion de géothermie de surface, donc jusqu'à 200 mètres de profondeur. Donc la géothermie de surface, qu'est-ce que c'est? C'est entre 0 et 200 mètres et c'est des températures comprises entre 10 et 15 degrés. Elle est utilisée pour chauffer. Alors, les géothermies profondes sont utilisées uniquement pour du chauffage ou de la cogénération avec de la production d'électricité dans certains cas très spécifiques, parce qu'on est à des températures assez importantes. La géothermie de surface, elle, permet de chauffer, de rafraîchir ou de refroidir. Il y a une petite différence entre les deux et de produire de l'ECS, donc de l'eau chaude sanitaire. En gros, elle va sur tout le panel thermique des bâtiments. Elle peut être utilisée sur du bâtiment aussi bien collectif, du tertiaire, des hôpitaux, des mairies, des écoles, que du bâtiment résidentiel, à savoir une maison individuelle assez classique. Alors, la géothermie de surface, comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on peut produire du chauffage avec 10 ou 15 degrés qu'on va prélever dans le sous-sol? C'est un peu étrange. Ben, je vais vous expliquer tout ça. En fait, le fonctionnement d'une installation de géothermie de surface, on va découper une installation, donc c'est une installation de chauffage ou de froid sur un bâtiment. On va la découper en trois zones particulières. Donc, vous avez la première zone qui est le captage, qu'on va appeler la source froide. Donc, c'est là où on va aller capter les calories. Donc, c'est le sous-sol. Vous allez alimenter une pompe à chaleur géothermique. Et ensuite, vous allez bien sûr distribuer la chaleur et le froid, mais on appelle ça plutôt la source chaude pour distribuer la chaleur, donc la phase émission de chaleur dans le bâtiment. Sur une installation standard de chauffage, vous avez deux éléments. Vous allez avoir la partie euh, pompe à chaleur qui peut être remplacée par chaudière
et la partie émission. Donc sur de la géothermie, on va simplement rajouter l'aspect captage qui va remplacer en fait la partie combustible, que ce soit du gaz, que ce soit du fioul, du bois ou autre. Euh, on n'a pas de combustion sur de la géothermie puisqu'on va aller prélever les calories dans un milieu qui est en l'occurrence le sous-sol. Alors, cet aspect de captage-là, c'est, on va le dire, on peut le dire, c'est la partie qui est un peu la moins palpable. Quand on parle de géothermie, c'est celle qu'on connaît le moins, c'est le sous-sol. Ça peut faire peur. On peut avoir l'impression qu'on ne maîtrise pas ce qu'il y a sous nos pieds. En réalité, quand on parle de géothermie, on maîtrise très bien, surtout sur les aspects géothermie de surface de 0 à 200 mètres de profondeur, on maîtrise très bien notre sous-sol. Il y a très peu de risques et on maîtrise les risques de manière assez importante. Donc, je vais rentrer un peu dans le détail sans aller trop loin sur les aspects captage et forage géothermique. C'est juste, je vais vous présenter les différentes technologies qu'on va utiliser en géothermie pour alimenter la pompe à chaleur géothermique. Euh, donc, la première technologie qu'on peut utiliser, c'est un peu sur le même principe que la technologie en géothermie profonde, basse température que je vous ai présenté juste avant, c'est de la géothermie sur nappe. En gros, on va aller capter les calories dans un milieu aqueux présent dans le sous-sol, donc dans des nappes d'eau souterraines, euh, qui va nous permettre de prélever directement dans ces nappes une eau qui va être comprise en Grand Est, généralement, on est compris entre 11 et 15 degrés sur les températures de nappe. Donc, on va avoir deux forages. Le premier va nous permettre de prélever cette eau qui est chargée en calories et ou en frigories. Euh, on va prélever cette eau-là qui va passer, donc bien sûr, dans un échangeur ou directement dans la pompe à chaleur qui va restituer ces calories et on va ensuite réinjecter à travers un deuxième forage la totalité de l'eau qu'on a prélevée dans la nappe pour comme son nom l'indique, rester dans une énergie renouvelable. Si on prélevait des quantités d'eau dans la nappe et qu'on ne les réinjectait pas dans ce même système, on aurait un impact sur les niveaux de nappe et c'est pas ce qu'on souhaite. Là, en fait, le seul impact qu'on va avoir avec de la géothermie sur nappe, c'est un rafraîchissement euh, ponctuel de cette eau, puisque le sous-sol étant naturellement chaud, la nappe d'eau enfin, l'eau qu'on va réinjecter va se réchauffer au fur et à mesure. La technologie de géothermie sur nappe, elle est vraiment très bien, elle est assez avantageuse puisque en fait, vous n'êtes contraint que par les débits d'eau que vous allez pouvoir prélever dans le système aquifère. Si vous avez des systèmes aquifères, donc des nappes d'eau qui sont très productives et qui vous permettent d'extraire des débits importants, vous allez pouvoir alimenter en chauffage des bâtiments de très grosse taille. À titre d'exemple, on a des hôpitaux qui ont quand même de forts besoins énergétiques, des hôpitaux qui sont alimentés par des installations de géothermie sur nappe avec uniquement deux forages. Ça, c'est très avantageux. C'est vraiment des, un des gros avantages de la géothermie sur nappe. Alors, ça présente quelques inconvénients. Le premier, c'est que le coût du forage en géothermie sur nappe est assez onéreux. Et le deuxième, c'est que vous êtes contraint par, d'une part, la qualité de l'eau que vous prélevez, puisque ce n'est pas toujours de l'eau potable, donc il faut faire attention à ça, notamment dans la maintenance des installations. Et la deuxième partie, c'est que si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas prélever euh, d'eau pour alimenter la pompe à chaleur géothermique. Donc, quand vous êtes dans un système enfin, sur un secteur, pardon, où vous n'avez pas forcément d'eau pour aller prélever les calories directement dans la nappe, ce que vous allez devoir, vous pouvez tout de même passer par de la géothermie en utilisant le deuxième système en boucle fermée, qui est un système en géothermie sur sonde, donc des sondes géothermiques verticales. En gros, vous allez recréer artificiellement le système de prélèvement de calories que vous faites déjà dans la nappe d'eau souterraine en mettant dans le sous-sol euh, directement des sondes géothermiques verticales. Donc, en gros, ce sont des forages qui font entre 15 et 20 centimètres de diamètre, qui peuvent aller jusqu'à 200 mètres de profondeur, dans lesquels on va cimenter un tube. Donc, c'est ce que vous voyez sur la partie là. Donc là, on a une sonde géothermique, une tête de sonde géothermique. Dans le sous-sol, c'est comme ça que ça se représente. Euh, et en fait, vous allez faire circuler dans ce tube un fluide caloporteur
qui va aller prélever les calories dans le système rocheux environnant, en fait, dans le sous-sol. Alors, cette technologie-là, elle est très intéressante puisque vous n'êtes pas contraint par la qualité de l'eau que vous allez prélever. Vous n'êtes pas soumis au débit d'eau que vous allez devoir prélever puisque vous prélevez les calories directement dans la roche environnante et pas dans un système aquifère. Par contre, la difficulté et la contrainte de cette technologie-là, c'est que la roche a une certaine quantité d'énergie à fournir. Si vous prélevez plus, vous allez affaiblir le système. Donc en fait, il faut prélever uniquement ce que la roche est en capacité de renouveler pour rester, bien sûr, dans cette logique de renouvelable. Donc, pour alimenter des puissances de plus en plus importantes, vous allez devoir multiplier, plus la puissance augmente de l'installation de chauffage, plus vous devrez augmenter la surface de captage, donc le contact avec la roche, ça veut dire multiplier le nombre de sondes que vous allez devoir réaliser. Alors, l'avantage, c'est que le prix du forage au mètre linéaire est moins important que sur une technologie sur nappe. Donc, ça nous permet de développer à des coûts plus réduits la solution en géothermie sur sonde. L'inconvénient, c'est que vous allez devoir réaliser, donc vous pouvez réaliser vos sondes jusqu'à 200 mètres de profondeur. Une fois que vous êtes aux 200 mètres, si vous voulez descendre jusqu'aux 200 mètres, il faut faire une nouvelle sonde et l'écarter de la première pour pas avoir d'interférence thermique dans le sous-sol, ce qui fait qu'il vous faut donc en moyenne 10 mètres entre les sondes et du coup, en fonction des besoins du bâtiment et du nombre de sondes, du nombre de mètres linéaires de sondes à réaliser, il va vous falloir un certain espace foncier disponible pour pouvoir réaliser les forages. Ça, c'est une des contraintes. Si vous êtes sur un bâtiment, de toute façon, en géothermie, si vous êtes sur un bâtiment existant et que vous n'avez pas de foncier extérieur, vous avez que le bâtiment, vous ne pourrez malheureusement pas recourir à la géothermie. Donc ça, c'est la deuxième technologie qui existe et qui permet de développer en fait la géothermie partout, peu importe qu'on ait de l'eau ou pas, vous pouvez recourir à un système géothermique. Le troisième que je vous présente, il existe et que vous en avez certainement déjà entendu parler, ce sont les échangeurs toujours fermés, donc sur le même principe que la sonde géothermique verticale, où on fait circuler un fluide caloporteur dans un tube enterré dans le sous-sol. Sauf que là, on est sur des échangeurs type horizontaux ou compacts, c'est des échangeurs qui vont être entre globalement 0 et 5 mètres de profondeur et qui vont prendre beaucoup plus d'espace foncier euh, à l'extérieur du bâtiment, puisqu'avec une surface d'échange beaucoup plus importante de la sonde géothermique verticale, ce sont des forages qui font 20 cm de diamètre. Donc après, vous allez en profondeur. Donc en termes d'emprise foncière, c'est très peu contraignant. Alors, il faut les écarter et du coup, il faut avoir un peu de superficie pour pouvoir écarter ces forages-là, mais en soi, le forage, il prend très peu de place. Sur du captage horizontal ou des échangeurs compacts, c'est un peu plus contraignant, comme le montre l'image là, c'est quelque chose qui est étalé de manière horizontale dans le sous-sol, ou alors sur d'autres technologies que je ne vais pas approfondir, ce qui fait que ces technologies-là, bien que très pertinentes, sont euh, plus réservées à des petite puissance, donc du résidentiel, en gros, de la maison individuelle, globalement, et qui dispose d'un peu de terrain à l'extérieur. Donc voilà globalement comment fonctionne, enfin, qu'est-ce qu'on appelle par forage géothermique ou captage dans une installation en géothermie. Ce sont les systèmes qu'on va utiliser. Une fois qu'on a vu la partie captage, forage géothermique, donc on va prélever entre 10 et 15 degrés dans le sous-sol. Donc on comprend bien qu'à 10 degrés, on ne va pas pouvoir chauffer en direct un bâtiment. 10 degrés, par contre, va nous permettre de rafraîchir en direct un bâtiment avec ce qu'on appelle du géocooling, donc du froid passif. Donc en fait, vous faites circuler dans les émetteurs qui sont bien sûr adaptés à de la production de froid, vous faites circuler dans les émetteurs directement les températures que vous allez capter dans le sous-sol et ça va vous permettre de produire du froid, du rafraîchissement dans le bâtiment. Vous allez pouvoir de descendre de quelques degrés le bâtiment quand on est en période estivale à des coûts très limités, puisqu'en fait, vous allez simplement
prélever les frigories que vous allez trouver dans le sous-sol et les restituer dans le bâtiment. Ça, c'est extrêmement pertinent. C'est un système qui permet de faire de la production de chaud en hiver et de froid en été avec des coûts très restreints. Et quand vous êtes sur des, une production de froid importante, là, vous pouvez faire une production de froid actif via la pompe à chaleur qu'on va utiliser également pour produire du chaud en hiver. Donc la pompe à chaleur, c'est le deuxième élément que vous allez retrouver dans une installation en géothermie de surface pour pouvoir amener les calories que vous prélevez entre 10 et 15 degrés dans le sous-sol à des températures euh, qui permettent de réchauffer un bâtiment ou de le refroidir dans le cas où vous avez des besoins importants de froid. Le système pompe à chaleur, comment ça fonctionne? Alors, des pompes à chaleur, vous en avez deux types. Oui, il y a deux grandes familles de pompes à chaleur. Vous avez les pompes à chaleur aérothermiques et les pompes à chaleur géothermiques. Les pompes à chaleur aérothermiques vont prélever les calories dans l'air extérieur, donc elles vont avoir toutes les contraintes qu'on peut connaître avec prélever des calories dans l'air extérieur. C'est que quand vous voulez un 19 degrés dans un bâtiment en plein hiver et qui fait -10 dehors, vous prélevez les calories dans du -10 dehors. Donc pour atteindre les 19 degrés à l'intérieur, et du coup quand vous êtes sur un système de radiateur, par exemple moyenne température qui va nécessiter de chauffer à 50 degrés, vous allez avoir un delta de température entre le 50 degrés que vous avez dans les radiateurs et le -10 que vous avez dehors, qui est très important. Donc, avec des consommations énergétiques plus importantes pour des pompes à chaleur géothermiques. Mais en gros, donc ça, c'est la première famille de pompes à chaleur. Les aérothermiques, c'est ce qu'on trouve généralement. Les climatiseurs, par exemple, sont des pompes à chaleur géothermiques qui produisent du froid. Des pompes à chaleur, pardon, aérothermiques qui produisent du froid, pas géothermique. Vous pouvez également faire de la clim avec de la géothermie, mais très généralement, ce qu'on trouve, c'est de l'aérothermie, malheureusement. Euh, et vous avez la deuxième famille, celle dont on va parler aujourd'hui, qui est la pompe à chaleur géothermique. Alors, ce qu'il faut retenir, malheureusement, on ne pourra pas détailler, la pompe à chaleur ne fonctionne pas comme un système de chaleur à combustion, donc comme une chaudière au gaz, comme une chaudière au bois, comme un poêle à bois, ou un radiateur électrique qui va fonctionner sur un effet Joule. La pompe à chaleur, elle fonctionne sur un système thermodynamique. Donc, elle va consommer de l'électricité, mais à la différence du radiateur électrique que vous allez retrouver ici, elle ne va pas consommer cette électricité pour faire chauffer une résistance, elle va consommer cette électricité, pardon, pour faire fonctionner un compresseur, donc dans un cycle thermodynamique. Alors, je ne détaille pas le cycle thermodynamique aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, malheureusement. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le principe de cycle thermodynamique, qui va faire passer d'une température de 10 degrés quand vous êtes sur de la géothermie à 50 degrés quand vous êtes sur du radiateur basse température et à 35 quand vous êtes sur un plancher chauffant, entre les deux, vous allez avoir un système de compression-décompression d'un fluide qui va vous permettre de rehausser ses calories. En fait, le système, c'est comme quand vous mettez votre doigt sur une pompe à vélo, que vous compressez l'air, vous allez avoir l'air qui va être compressé et qui du coup va monter en température. Donc l'électricité que vous allez consommer dans la pompe à chaleur va être consommée par ce compresseur-là. Et sur des installations géothermiques bien dimensionnées, le gros intérêt, c'est que par ce système thermodynamique-là, vous allez avoir des coefficients de performance, donc c'est le rendement de l'installation, qui vont pouvoir dépasser les 4, 5, voire 6. Qu'est-ce que c'est que le coefficient de performance? Le coefficient de performance, c'est le ratio entre l'électricité que vous allez consommer par le compresseur et la chaleur que vous allez produire dans le bâtiment. Euh, donc, un coefficient de performance de 5, ça veut dire que pour 1 kWh de chaleur consommée par 1 kWh d'électricité, pardon, 1 kWh d'électricité consommée par le compresseur, vous allez pouvoir redistribuer 5 kWh de chaleur. Donc, vous avez un ratio de 1 pour 5. Si je prends un exemple classique, un radiateur électrique, le coefficient de performance du radiateur électrique, c'est d'à peu près 1, voire un peu moins. Ça veut dire que pour 1 kWh d'électricité consommée, vous avez 1 kWh de chaleur produit. Donc, c'est en ça que le fonctionnement de la pompe à chaleur géothermique et que la géothermie est vraiment très pertinent, puisque vous allez avoir un fonctionnement qui va être très peu onéreux. Mais pour ça,
il faut faire attention à pas mal de critères, donc que j'aurai pas forcément le temps de détailler aujourd'hui, mais en gros, il faut que l'installation soit bien dimensionnée. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On ne peut pas installer un système qui fonctionne en thermodynamique, donc une pompe à chaleur, qu'elle soit aérothermique ou géothermique, sur n'importe quel bâtiment existant. Il faut que le système, notamment d'émission de chaleur, puisse fonctionner correctement avec de la pompe à chaleur, donc qu'il ne soit pas en trop haute température, comme on va pouvoir trouver avec des anciennes chaudières au fioul ou au gaz. En gros, la limite, ça va être 55-60 degrés sur de la pompe à chaleur. Donc, si vous êtes sur des anciens radiateurs qui fonctionnaient avec des anciennes chaudières au fioul, vous êtes plutôt sur du 80 degrés et c'est pas adapté. Donc, ça, c'est plein de choses à prendre en considération dans le dimensionnement d'une installation de géothermie. Le dimensionnement, enfin de pompe à chaleur tout court, mais de géothermie également. Le dimensionnement, c'est quelque chose d'essentiel sur une installation de pompe à chaleur, une installation de chauffage au sens large, mais encore plus sur de la géothermie. Alors pour conclure, sur ma présentation, pour pas trop déborder en termes de temps, pourquoi choisir la géothermie? Bah, pour tout ce qu'on vient de voir, donc c'est-à-dire une facture maîtrisée, parce que c'est ce que je viens de vous expliquer, et parce que vous avez très peu de maintenance à réaliser sur une installation de géothermie. Globalement, si c'est une installation sur nappe, vous allez avoir une vérification à faire de la qualité d'eau et de la nappe. Si vous êtes sur une installation sur sonde, il n'y a aucune maintenance à effectuer sur la partie captage. Par contre, vous avez dans tous les cas une vérification annuelle à faire de la pompe à chaleur, mais c'est très facile et ça coûte peu cher par rapport à une installation de chaudière, donc à combustion. Vous avez bien sûr l'exemplarité environnementale. C'est 7 fois moins d'émissions de CO2 que du fuel, 5 fois moins que du gaz, 4 fois moins que d'électricité en moyenne. On est toujours sur des moyennes. Vous êtes sur une production très locale. Vous ne pouvez pas avoir plus local que la géothermie puisque c'est sous vos pieds. On est vraiment sur de la ressource très, très locale. Vous êtes sur une installation qui s'intègre bien dans son environnement et qui est très discrète, puisqu'en fait, la géothermie, tout se passe dans le sous-sol et la pompe à chaleur, c'est quelque chose. La pompe à chaleur géothermique, vous n'avez pas de groupe à l'extérieur comme l'aérothermie. Donc, les groupes blancs, généralement, les ventilateurs, les gros ventilateurs blancs que vous voyez à l'extérieur. Vous n'en avez pas sur de la géothermie, puisque la pompe à chaleur va capter ses calories dans le sous-sol. Donc, une fois qu'elle est installée, ça ne se voit plus. Ça peut se faire sous un parking, ça peut se faire dans un jardin, ça peut se faire sous le bâtiment quand on est sur du neuf. Et la pompe à chaleur va être installée en intérieur. Elle peut être dans le sous-sol, elle peut être dans un local technique dédié. Donc, c'est extrêmement discret et que ça s'intègre harmonieusement à tel point que sur des bâtiments classés, c'est très intéressant de réfléchir à la géothermie pour ces problématiques-là. Et bien sûr, une technologie éprouvée. Et quand on parle d'une technologie éprouvée, la géothermie de surface, ça fait depuis les années 80 que les projets se développent. En 2018, un état des lieux a été réalisé sur le territoire du Grand Est et on a identifié euh, 3850 installations sur l'ensemble du territoire. Donc on voit qu'il y en a vraiment partout sur le territoire du Grand Est. Et sur ces 3850-là, il y a eu 850 installations à destination du secteur collectif, tertiaire et industriel. Le reste était pour les particuliers. Et c'est les installations qui ont pu être identifiées. Donc il y en a un certain nombre qui, malheureusement, n'ont pas pu être répertoriées puisque pas déclarées. Donc toutes ces contraintes-là quand on fait un état des lieux des installations existantes. Donc on voit bien que la géothermie, c'est quelque chose qui existe, qu'on connaît. Il ne faut pas hésiter à se renseigner lorsqu'on réfléchit à remplacer son système de chauffage, installer une nouvelle technologie, un nouveau bâtiment et réfléchir à son chauffage et sa climatisation. Il faut penser à la géothermie. Voilà, j'ai un petit peu dépassé le timing et j'en suis désolé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis allé vite. Malheureusement, on n'a pas le temps de, de développer l'ensemble des technologies et savoir vraiment comment on développe un projet là. Mais ça pourra faire l'objet d'un prochain webinaire. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Il y a déjà des choses qui existent. Vous pouvez également me contacter en direct.
Vous aurez accès au replay du webinaire et via le site de Géclair, vous pourrez également avoir accès aux slides de présentation. Et du coup, je vous laisse la parole. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire part dans le chat ou directement à l'oral. Vous pouvez prendre la parole, activer votre micro et poser les questions si jamais il y en a. Je vais arrêter. Non. Alors, dans le chat, je crois qu'on n'a pas de questions. C'est très bien. N'hésitez pas si jamais il y en a qui vous viennent. Ça tombe bien parce qu'on a un petit peu dépassé le timing. Donc, je vais conclure avec l'information suivante. Les déjeuners, c'était des webinaires d'une petite demi-heure tous les deuxièmes lundis du mois en 2023. On a eu 11 sessions. Sachez que les déjeuners seront de retour pour 2024. On commencera en janvier avec la présentation du bilan 2023 sur les énergies renouvelables en Grand Est et les perspectives à donner pour 2024. Donc, toutes les informations vous seront transmises par la suite. Un certain nombre de sujets seront abordés. Je ne les ai pas tous cités là, mais on pourra aborder euh, les parcs photovoltaïques, les petits parcs photovoltaïques au sol, la méthanisation, les réseaux de chaleur, du photovoltaïque flottant, le solaire thermique, des outils disponibles sur le territoire. Donc pas mal de choses à venir encore sur nos sessions des DEJ ENR. Il nous reste plus qu'à vous remercier pour votre participation, d'être resté jusqu'à là, et puis vous dire à très bientôt lors de prochaines sessions euh, des DGENR organisées du coup par les trois structures associatives que sont la LE08, Lorraine Énergie Renouvelable et Alter Alsace Énergie. Et les deux réseaux, du coup, que j'ai oublié de citer, les réseaux Géclair, donc qui développent les énergies renouvelables citoyennes et participatives sur l'ensemble du territoire du Grand Est, et le réseau Les Générateurs, qui accompagne les collectivités sur le développement du photovoltaïque et de l'éolien sur le territoire également du Grand Est. Merci à tous, à très bientôt.